Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous avons commencé à écrire nos premiers objets en C++. Donc nous avons vu ce qu'était un constructeur, un destructeur, nous avons vu les attributs de classe, nous avons vu les méthodes de classe. Et maintenant en fait il y a un petit composant qui nous manque encore en fait pour que la classe ait vraiment un aspect professionnel et un aspect finalisé. Cet aspect c'est la surcharge des opérateurs. Effectivement depuis le début je vous dis que le C++ est un langage fortement typé, et que le typage des différentes variables va vous permettre de comprendre en fait quel est l'usage fait par un opérateur. Si je mets un plus entre deux entiers, eh bien c'est la somme arithmétique des deux entiers que je veux obtenir. Si je mets un plus entre deux chaînes de caractères, c'est la concaténation que je veux faire. Et pourtant en fait, dans les deux cas, j'ai mis le signe plus entre deux opérandes. Et ce signe plus en fait a eu différentes significations suivant le type des variables utilisées. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si moi j'écris une classe? Je crée une nouvelle classe et je veux pouvoir additionner deux occurrences ou deux objets de cette classe. Comment je peux faire en fait pour que le plus prenne le comportement exact que je veux? Et une fois que j'ai défini le plus, est-ce que je peux définir d'autres comportements? Est-ce que je peux définir le moins? Est-ce que je peux définir le multiplier? Est-ce que je peux définir l'affectation? Tout ça, en fait, on va s'apercevoir qu'on peut le faire avec des fonctions un petit peu spéciales de classe que l'on appelle en fait les surcharges d'opérateurs. La notion de surcharge d'opérateur, c'est simplement de dire en fait je vais donner une signification à un opérateur connu, moins, plus, fois, divisé et ainsi de suite, pour en fait pouvoir utiliser directement ces opérateurs avec mes objets. On va voir en fait qu'il y a un grand nombre d'opérateurs que l'on peut surcharger, pas seulement les opérateurs arithmétiques, mais aussi les opérateurs logiques, les opérateurs sur les flux. Et donc ça va nous permettre justement d'avoir une classe qui est vraiment très, très pro, très finalisée, et qui va nous permettre de donner un sens aux opérateurs, un sens en fait qui va... On va essayer de retrouver un petit peu le même sens que l'on retrouve déjà dans d'autres objets pour que ce soit le plus simple possible pour l'utilisateur qui va utiliser nos méthodes de classe. Allez, on regarde tout ça, on va se construire un exemple, et on va se mettre en place des surcharges d'opérateurs pour voir comment tout ça fonctionne. Dans un premier temps, nous allons donc chercher à comprendre pourquoi surcharger les opérateurs, en quoi cela peut nous aider en fait dans notre travail de développeur. Alors surcharger un opérateur, ça nous permet de donner une signification à un opérateur pour un type que nous avons défini. Nous avons écrit une nouvelle classe et nous aimerions expliquer en fait comment se comporte un opérateur, par exemple l'opérateur plus, l'opérateur moins, et donner en fait une signification à cet opérateur. Par exemple, imaginons que je travaille avec des nombres complexes et j'ai créé une classe pour gérer ces nombres complexes. Et bien que se passe-t-il si jamais je déclare deux nombres complexes et je veux les additionner avec un sigle plus? Je vais voir qu'avec la surcharge des opérateurs, j'ai la possibilité d'expliquer ce qui va se passer dans ce cas bien précis. Si par exemple je veux faire du calcul vectoriel, je pourrais aussi définir des vecteurs, et là je pourrais savoir aussi ce qui se passe quand j'essaie d'additionner ou de multiplier deux vecteurs. Troisième exemple que je vais vous donner en introduction, si jamais je veux afficher un vecteur ou un nombre complexe, quelles sont les informations qui vont se retrouver sur le prompt ou dans le terminal. Là aussi, c'est quelque chose que je dois clairement définir pour que C++ puisse m'aider et puisse en fait utiliser justement ces surcharges pour bien comprendre, pour leur donner une signification et comprendre du coup le résultat escompté. Voilà. Donc, la surcharge des opérateurs va me permettre de définir le comportement de chacune de ces actions en fonction en fait du type que je vais utiliser. Alors, est-ce que c'est quelque chose que j'utilise déjà? Eh bien, on va se rendre compte que sur les objets que nous utilisons déjà en C++, notamment l'objet string ou l'objet vector par exemple, eh bien, nous utilisons déjà la surcharge d'opérateurs sans le savoir. Et on va voir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Si j'analyse un petit peu la classe string, que je passe sur sa documentation, je vais m'apercevoir en fait qu'il y a de nombreux opérateurs qui sont surchargés pour la classe string. Et nous les avons déjà utilisés, ce qui va nous simplifier un petit peu la chose. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est tout simplement aller sur la documentation C++, donc le site c++.com est vraiment très bien en matière de documentation. Et là, je suis allé en fait sur la classe string. Donc sur la classe string, qu'est-ce que je peux en dire? On va voir toutes les fonctionnalités auxquelles j'ai droit. Et là, je vais déjà m'apercevoir que j'ai un opérateur égal. Donc, toutes les actions qui commencent par opérateur sont en fait des surcharges d'opérateurs. L'opérateur égal me permet d'assigner en fait une chaîne de caractères à une autre.
Bien. Est-ce que j'ai autre chose dans les opérateurs? Je vais voir si j'en ai d'autres. Ah, j'ai l'opérateur crochet ouvrant, crochet fermant. Donc l'opérateur qui me permet d'accéder directement à un élément de la chaîne de caractères, c'est-à-dire si je veux récupérer un caractère dans une chaîne, je peux y accéder directement par son index. Et bien ça aussi, c'est un opérateur qui a été redéfini, qui va me permettre en fait d'utiliser une chaîne de caractères exactement comme je le ferais avec un tableau. Qu'est-ce que j'ai comme autre opérateur? J'ai l'opérateur plus égal qui me permet en fait de concaténer deux chaînes de caractères et de les re-sauvegarder directement dans la première. Ok, ça marche. Est-ce que j'en ai d'autres? J'ai l'opérateur plus. L'opérateur plus me permet de concaténer deux chaînes de caractères. J'ai l'opérateur de flux d'entrée et l'opérateur de flux de sortie. Ce sont deux opérateurs qui vont me permettre d'écrire un string sur le terminal ou qui vont me permettre en fait de lire un string à partir de l'entrée standard. Donc vous voyez que là, on a déjà pas mal de choses qui sont redéfinies. Alors on va les utiliser, on va les mettre en place, ces opérateurs, et on va regarder un petit peu comment ils fonctionnent. On va essayer donc de voir où se place ces surcharges d'opérateurs. On va ouvrir un petit programme C++, on va ouvrir un Visual Studio Code, et on va coder certains de ces opérateurs. Ok, donc on va utiliser l'opérateur d'affectation pour affecter une chaîne de caractères dans une variable string. On va concaténer une autre chaîne de caractères dans la variable, comme ça on utilisera l'opérateur plus égal, et on va afficher le contenu de la variable avec un cout classique qui vont nous permettre justement d'utiliser un maximum d'opérateurs. Alors je vais ouvrir un VS Code et je vais me créer un fichier CPP que je vais appeler chaîne.cpp pour avoir les exemples de chaînes. Alors de quoi je vais avoir besoin? Eh bien naturellement si je veux utiliser les strings, je vais être obligé d'avoir la bibliothèque string. Je vais aussi avoir besoin de la bibliothèque IOStream, les flux d'entrée-sortie, qui vont me permettre d'écrire en fait sur la sortie standard. Je vais faire un using namespace std pour ne pas avoir en fait à préfixer chacune des fonctions de la bibliothèque standard par std. Puis j'ai mon main, la fonction main qui va démarrer ici. Et donc là, le premier opérateur que je vais utiliser, c'est l'opérateur d'affectation. Je vais donc créer un string que je vais appeler S1 et dans lequel en fait je vais mettre une chaîne de caractères. Chaîne de caractères qu'on reconnaît évidemment parce qu'elle est entourée de deux double quotes. Et bien vous voyez que là, j'ai à gauche de l'opérateur égal, j'ai une chaîne de caractères, à droite, j'ai une chaîne de caractères également, et donc il faut que cet opérateur d'égalité soit défini pour savoir exactement ce qu'il va faire lorsqu'il se trouve en fait entre deux chaînes de caractères. Et là, ce qui va être produit, c'est tout simplement que la chaîne qui est à droite va se retrouver en fait sauvegardée dans la variable qui est à gauche. Autre opérateur que l'on a vu, l'opérateur qui permet de concaténer en fait une chaîne. Donc on va tout simplement pouvoir concaténer une autre chaîne de caractères. Voilà, et donc là cette fois-ci, je me retrouve avec à gauche une chaîne de caractères, avec à droite une chaîne de caractères, et entre les deux un opérateur plus égal, je veux que ça me concatène et que ça remette le résultat dans S1. Là aussi, en fait, un comportement a été écrit pour en fait directement utiliser cette chaîne. Dernière surcharge d'opérateurs que je vais faire, je vais afficher la chaîne S1 et je vais retourner à la ligne. Là aussi, donc qu'est-ce que je vais me retrouver ici? Je vais me retrouver avec un flux à gauche, donc cout est un flux de sortie. Ensuite, à droite de l'opérateur, j'ai S1, une chaîne de caractères, et j'ai un opérateur en fait de flux de sortie, qui se trouve en fait entre cout et S1. Là aussi, je vais devoir expliquer en fait à C++ ce que j'attends comme résultat lorsqu'en fait j'affiche le contenu d'une variable S1. Bon. Je vais sauvegarder ça, et je vais lancer. Alors c'est des fonctions très très simples qu'on a déjà utilisées, mais peut-être qu'on n'avait pas fait attention au fait que c'est de la redéfinition d'opérateurs. Donc là je lance ma chaîne, normalement je devrais avoir coucou les gens, qui est effectivement le résultat de ma chaîne concaténée. Et pourtant pour arriver à faire ça, j'ai utilisé trois opérateurs sur les chaînes, trois opérateurs qui ont été définis dans la classe string. Ok, donc on a une petite vision déjà en tant qu'utilisateur des surcharges d'opérateurs.
Le but maintenant, c'est d'écrire en fait nos propres opérateurs. Alors, si vous essayez d'analyser la classe vecteur, en fait, on va retomber sur exactement les mêmes choses. Vector est aussi une classe en C++, et vous avez aussi des opérateurs qui sont redéfinis, comme les opérateurs de copie, par exemple, les opérateurs d'affectation, ou les opérateurs crochet, pour qu'une fois de plus, on puisse utiliser un vecteur comme une chaîne de caractères, ou comme un tableau classique. Ok. Donc, je pense que vous avez bien compris le principe. Alors, quels sont les opérateurs que j'ai le droit de redéfinir? Quels sont les opérateurs que je peux définir, en fait, entre les différentes variables de mon type? Alors, j'ai des opérateurs binaires, le plus, le moins, le fois, le divisé, le modulo et le puissance. Alors, c'est quoi des opérateurs binaires? Eh bien, des opérateurs binaires, c'est tout simplement des opérateurs qui ont un membre à droite et un membre à gauche. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver, en fait, l'opérateur va se retrouver entre deux opérandes, A et B, et il va falloir faire quelque chose. Donc le binaire est justement là pour dire qu'il y a deux opérandes. Vous avez des opérateurs unaires aussi, donc c'est la différence avec les opérateurs binaires, c'est que cette fois-ci, je n'ai qu'un seul opérande. Si je veux le négatif de A, je vais par exemple avoir moins A. Si je veux incrémenter A, je vais avoir A++, par exemple. C'est des opérateurs unaires, en fait, il n'y a qu'une seule opérande, et l'opérateur va agir dessus. Donc, déjà, premier constat, si jamais on va se retrouver avec un moins dans les opérateurs binaires, je peux faire A moins B, je vais retrouver aussi le moins dans les opérateurs unaires, lorsque je veux avoir moins A. Là, on va voir que ce genre de choses, on va devoir le régler, parce que là, on a en fait affaire au même signe, on a le signe moins dans les deux cas, mais par contre, il y a bien une action différente qui doit être provoquée, et donc en fait, on va devoir décrire en C++ qu'il y a bien une différence entre les deux. On a tous les opérateurs logiques que l'on peut redéfinir, la négation, inférieur, supérieur, égalité, différence, inférieur ou égal, supérieur ou égal, et naturellement le et logique et le ou logique. Tout ça, on a le droit de le redéfinir. On a le droit aussi de redéfinir les opérateurs composés, le plus égal, le moins égal, le fois égal, le divisé égal et le pourcentage égal, qui vont justement me permettre de faire une action et de récupérer en fait la donnée dans la même variable. On peut redéfinir aussi les opérateurs de flux, flux en entrée, flux en sortie, et ça va justement nous permettre en fait d'écrire le contenu de notre objet sur le terminal en redéfinissant justement par exemple l'opérateur de flux de sortie. On a aussi le droit de redéfinir les opérateurs pointeur et crochet. Les opérateurs crochet, on les a vus redéfinis dans l'objet string, ils sont aussi redéfinis dans l'objet vector. Ça aussi, on a le droit de les utiliser. Il y a pourtant trois opérateurs que l'on n'a pas le droit de modifier, on n'a pas le droit de modifier leur comportement, et vous allez comprendre assez vite pourquoi, tout simplement parce que modifier le comportement de ces opérateurs rendrait le programme complètement illisible. Alors vous n'avez pas le droit de changer l'opérateur de portée. Alors l'opérateur de portée, il est utilisé en fait pour savoir en fait où se trouve une fonction ou une variable. Et l'opérateur de portée permet de spécifier dans quel namespace, en fait, ou à quel endroit se trouve la variable ou la fonction. Donc ça, vous n'avez pas le droit de le modifier, puisque sinon, en fait, votre programme n'aurait plus aucun sens. Vous n'avez pas le droit non plus de modifier l'opérateur point, que l'on retrouve énormément en objet, notamment quand on veut chercher la G, par exemple, un objet, et je veux lancer une fonction sur cet objet, j'utilise en fait l'opérateur point pour dire c'est la fonction qui est défini dans la classe de l'objet. Ça, j'ai pas le droit de le redéfinir non plus, pour la même raison que l'opérateur de portée, puis ça rendrait en fait le programme complètement illisible, et on n'arriverait plus à comprendre en fait qui fait quoi et quelle fonction est dans quelle classe. Pour la même raison, on n'a pas le droit de modifier non plus la sélection de membres par un pointeur. Voilà. Ça, ce sont quelques restrictions que l'on n'a pas le droit de faire. Le reste, en fait, on peut le redéfinir. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser un exemple concret et de le monter petit à petit pour qu'on voit un petit peu tout ce que l'on peut faire avec les différents opérateurs. Alors je ne vais pas vous montrer tous les opérateurs que l'on peut surcharger, mais je vais vous montrer en fait tous les types d'opérateurs. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire un opérateur binaire, on va essayer de faire un unaire, on va essayer de redéfinir un opérateur de flux, et ainsi de suite. Et si jamais vous avez à faire les pendants, en fait, eh bien vous aurez déjà une bonne idée en fait de comment marche
la surcharge d'opérateur. Alors la première chose que l'on va faire, on va mettre en place une petite classe, et cette classe, en fait, on va mettre simplement en place un objet qui s'appellerait vecteur. Alors, c'est pas le vecteur de C++, hein, là c'est le vecteur. On peut imaginer, par exemple, en termes mathématiques, que ce serait un vecteur, par exemple, de translation. Donc un vecteur, il a quoi? Il a deux attributs, il a une composante x et il a une composante y, donc c'est-à-dire comment le vecteur bouge selon l'axe horizontal, comment est-ce qu'il va bouger selon l'axe vertical. Donc une classe, deux attributs réels, x et y. On va ajouter un constructeur dans la classe. On va ajouter une fonction d'affichage, même si cette fonction d'affichage plus tard on va surcharger l'opérateur de flux. Pour l'instant, on va créer simplement une fonction d'affichage qui va nous permettre de voir si notre objet marche correctement. Et on va ensuite mettre en place une fonction qui va permettre de redéfinir l'opérateur plus. Ok, ça marche. Donc, on va prendre... je vais prendre un nouveau fichier, je vais copier ça dedans pour récupérer new file, je vais l'appeler vecteur.cpp, je vais copier ça à l'intérieur, voilà. Je vais garder le string, le yostream, ça c'est bon, namespace std, je vais garder mon main, ok, ça marche. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement définir une classe vecteur. Alors elle dépend de rien, elle hérite de rien, je vais juste en fait définir ma classe vecteur. Ok. Alors ma classe vecteur, elle a deux attributs. Une composante selon l'axe des x qui est en réel, une composante selon l'axe des y qui est en double. Ok, donc ça c'est pour les attributs privés. Et donc maintenant, il faut que pour que je puisse construire un vecteur, si je veux construire un vecteur, par exemple le vecteur V1, et je veux lui donner des composantes x et y. Par exemple, j'ai un vecteur qui fait 3,5 sur 4,7, par exemple. Voilà. Eh bien, il faut qu'il y ait un constructeur. Là, vous voyez que C++ me met déjà en rouge. Il me dit qu'il n'y a pas de constructeur dans la classe vecteur qui utilise en fait deux doubles. Ok. Donc, je vais d'abord créer un constructeur. Le constructeur a toujours le même nom que la classe. Voilà. Donc, il s'appelle vecteur, mon constructeur, et mon constructeur va prendre deux doubles. Donc, il va prendre une valeur pour x, une valeur et un autre double dont il va prendre la valeur pour y. Voilà. Les attributs de la classe x et y, je vais donc les valoriser avec les paramètres que je viens de récupérer. X va prendre la valeur de x, y va prendre la valeur de y. Voilà. Donc j'ai un constructeur, j'ai donc la possibilité d'écrire mon vecteur. Donc vous voyez que là j'ai plus d'erreur. Ça veut dire que maintenant j'ai bien un constructeur qui correspond en fait au paramétrage que j'ai demandé. Ça marche. Je vais donc écrire maintenant une fonction d'affichage qui va me permettre de voir si tout marche bien. Donc fonction d'affichage qui ne retourne rien, qui ne prend aucun paramètre et qui va juste afficher en fait les coordonnées du vecteur sur la sortie standard. Donc pour cela, je vais utiliser un cout. Je vais faire un cout et d'abord je vais afficher la composante x, puis je vais séparer les deux avec un tiret, voilà, et je vais mettre ma composante y. Et puis je vais passer à la ligne. Voilà. Ce qui fait que maintenant que j'ai une fonction d'affichage, je peux déclarer un vecteur V1 avec des composantes 3,5 et 4,7, et je vais aussi pouvoir afficher V1. Donc je vais partir de V1 et je vais faire un affichage en appelant naturellement sa fonction définie dans la classe. Je vais faire un G++, on est dans la classe vecteur.cpp, je vais appeler mon exécutable vecteur, et vous voyez que ça affiche effectivement les coordonnées de vecteur. Alors pour qu'on soit dans la fonction d'affichage, je vais aussi écrire un affichage. Hop. Voilà, comme ça on sait que cet affichage là vient de la fonction d'affichage. C'est important puisque après on va modifier
l'affichage, en fait, pour le rendre un petit peu plus intéressant. Alors maintenant, ce qu'on aimerait faire, tout simplement, c'est que si je déclare deux vecteurs, imaginons que je déclare un vecteur et puis que j'en déclare un deuxième, j'aimerais pouvoir en fait additionner les deux vecteurs. Alors ce vecteur-là, je sais pas, je vais lui donner 2.1, et celui-là, je vais l'appeler 3.9. Voilà. Donc j'ai un vecteur V1 et un vecteur V2, et j'aimerais faire en fait l'addition des deux. Ok, alors je pourrais écrire en fait une fonction interne à la classe vecteur qui me permettrait de faire de l'affichage. Mais moi, j'aimerais utiliser la surcharge d'opérateurs. Donc j'aimerais en fait pouvoir écrire que faire V1 plus V2. Ok, V1 plus V2. Alors, première chose, vous voyez que j'ai directement quelque chose un message d'erreur qui apparaît, et il me dit que l'opérateur plus, en fait, n'existe pas dans cette classe. Bon, ben on va le créer du coup. Donc si je veux faire V1 plus V2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais en fait créer un opérateur que je vais appeler opérateur plus. Alors tout ce qui commence par opérateur, c'est un mot-clé, et opérateur va permettre de dire à la classe que c'est en fait un opérateur que je redéfinis. Vous voyez là où l'affichage en fait, l'opérateur plus, c'est tout simplement j'ai un opérateur, et derrière j'ai un nom d'opérateur. Donc là c'est l'opérateur plus que je redéfinis. Alors l'opérateur plus, comment je vais le redéfinir? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand je fais V1 plus V2, je vais me retrouver avec une opérande à gauche du plus, et je vais me retrouver avec une opérande à droite du plus. Ok. Eh bien, en fait, c'est l'opérande de gauche qui va me servir, en fait, à appeler une fonction. Et donc, ce qu'il faut que... Comment va se traduire, en fait, ce plus? Ce plus va se traduire exactement comme si j'écrivais opérateur plus, ok, V1. Donc je vais appeler opérateur de plus. Mais si jamais j'appelle opérateur de plus sur V1, j'ai effectivement les composantes X et Y de V1, par contre je vais perdre V2. Donc ça veut dire que le V2, il faut que je le mette entre paramètres. Okay, et si je fais quelque chose comme ça, ça veut dire que je vais connaître les composantes X et Y à la fois de V1 et de V2, et donc je pourrais en fait les additionner. Bon, donc ça veut dire que en paramètre de opérateur plus, il ne faut pas que j'oublie en fait de mettre le deuxième paramètre qui est aussi de type vecteur, et je vais lui donner par exemple le nom V. Ok. Alors là il n'est pas content. V is undefined. Non, vecteur il devrait connaître. Ok, on va écrire la fonction jusqu'au bout, je pense que c'est juste qu'il ne sait pas trop où il en est. Ouais, voilà, l'erreur a déjà disparu. Alors qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut additionner deux vecteurs? Eh bien j'aimerais en fait faire la somme des composantes x, c'est-à-dire que les 3, 5, j'aimerais les additionner à 2, 1, et j'aimerais faire la somme des composantes y, que les 4, 7 et les 3, 9 soient additionnés également. Donc ce que je voudrais en fait, c'est que x, alors x en fait, c'est l'attribut de classe, ok, et comme j'ai appelé en fait ma fonction sur v1, eh bien, ça veut dire que le x en fait correspond au x de v1. X et y correspondent au x et y de v1. Ça, je veux additionner quoi? Je veux additionner... je vais prendre simplement le vecteur v qui est le paramètre, je vais additionner la composante x de v. Et je vais faire pareil pour y. Y, je vais y additionner la composante y du vecteur qui est passé en paramètre. Et donc comme ça, j'aurais redéfini mon opérateur. J'aurais pris le x de v1, j'aurais ajouté le x du paramètre, donc j'aurais fait x de v2. Et puis j'aurais pris le y de v1 et j'y additionne le y de v2. Et je remets tout ça. Donc c'est-à-dire que je modifie v1. Bon. Donc on fait un vecteur v1, on fait un vecteur v2, on fait v1 plus v2 et on affiche v1. Qu'est-ce qu'on obtient? Hop, non, pas chaîne. Vecteur. Voilà. On a 5, 6. Alors 5, 6, c'est bien la somme de 3, 5 et de 2, 1. Et 8, 6, qui doit bien être la somme de 3, 9 et de 4, 7. Ok. Par contre, là, on a fait quelque chose... Alors, j'ai le droit d'écrire ce genre de comportement, hein, j'ai le droit. Par contre, ce qu'on a écrit, c'est plutôt, en fait, l'opérateur plus égal que l'on a écrit. En fait, ce qu'on vient d'écrire ici, c'est plutôt plus égal. Nous, ce que l'on aimerait écrire, finalement,
C'est-à-dire que nous, on a plutôt écrit ça. Dans le cas d'un opérateur plus, ce que l'on aimerait, c'est que V1 ne change pas de valeur, V2 ne change pas de valeur, et que l'on retrouve en fait le résultat dans un vecteur V3 qui prendrait en fait la somme des deux premiers vecteurs. On aimerait plutôt que ça marche comme ça. Bon. Là, il me dit quoi? Il me dit que l'opérateur plus n'est pas défini, hein. C'est normal puisque j'ai modifié celui-là en opérateur plus égal. Alors l'opérateur plus, qu'est-ce qu'il a? Il devrait prendre la composante x de V1, faire plus la composante x de V2, la composante y de V1 plus la composante y de V2, il devrait en créer un nouveau vecteur et le renvoyer, et ce nouveau vecteur, on devrait l'avoir dans V3. Ok, donc je vais déjà créer l'affichage de V3 pour voir si cette fois-ci, on a bien les deux composantes à l'intérieur. Ok, donc je vais écrire maintenant ma fonction opérateur plus. Donc, je vais de nouveau prendre un void, opérateur plus. Comme je veux additionner encore un vecteur, ça veut dire que j'ai besoin d'un deuxième vecteur, j'ai besoin de la deuxième opérande en paramètre. Ok. Et ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais créer en fait un vecteur. C'est un vecteur que je vais appeler t, hein, par exemple temp. Ok. Et ce vecteur temp, eh bien, je vais le créer à partir des composants des deux autres vecteurs. C'est-à-dire que ce vecteur temporaire, en x, il va avoir le x de V1 plus le x de V2. Et en composante y, il va avoir le y de V1 plus le y de V2. Voilà. Ça marche. On a créé le vecteur V. Et donc, si je veux le récupérer en fait en sortie dans V3, ça veut dire qu'il faut que je retourne t. Si je retourne t, ça veut dire également que le retour de ma fonction n'est cette fois-ci plus un void, mais est un vecteur. Voilà. Donc cette fonction me retourne un vecteur, utilise un vecteur en première opérande sur lequel je travaille, un vecteur en deuxième opérande qui est le paramètre. Je crée un vecteur temporaire dans la fonction. Comme il est créé dans la fonction, il sera supprimé au moment où la fonction s'arrête. Ce nouveau vecteur, en fait, a le cumul des x, le cumul des y. On retourne le vecteur que l'on a créé et on va le récupérer dans V3, dans le programme principal. Essayons de voir si tout fonctionne comme prévu. Ok, donc on voit bien que cette fois-ci, V1 n'a pas changé de valeur. Il a exactement les mêmes valeurs que initial. Il a les valeurs initiales, 3,5, 4,7. Et l'affichage, en fait, affiche V3, qui est bien la somme des deux autres vecteurs. Ok, donc on s'est créé une petite fonction qui permet de faire un plus entre deux vecteurs. Et vous voyez que l'opérateur, c'est moi qui le définis, et c'est moi qui définis son comportement. Donc on pourrait avoir des comportements qui sont complètement différents de ceux qu'on attendrait, mais l'idée, c'est quand même en fait que tous les objets que l'on définit en C++ utilisent des opérateurs pour faire quelque chose d'approchant. Ça permettra à l'utilisateur en fait de ne pas être perdu à chaque fois qu'il passe d'un objet à un autre. Bon, le premier opérateur binaire, nous l'avons défini, c'est le plus, très bien. Voyons voir maintenant si on pourrait définir en fait un opérateur unaire. Alors maintenant, ce que l'on aimerait avoir, c'est pouvoir inverser une valeur. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un nombre A, ou j'ai un vecteur A, par exemple, bon là j'aurai un nombre, et bien je voudrais pouvoir calculer moins A, qui est en fait l'inverse de ce nombre. Donc en fait, coller un opérateur unaire devant moins, qui calculerait en fait la version négative de ce nombre. Ok. Donc si j'ai V, je voudrais pouvoir utiliser moins V dans une opération. Il s'agit cette fois en fait d'une opération unaire. Ok. Donc ce que l'on va faire, on va définir cet opérateur moins. On va commencer par définir l'opérateur moins binaire, et on va essayer de définir l'opérateur moins unaire. Et on va regarder un petit peu quelle est la différence entre les deux. Ok. Alors, l'idée, c'est que l'on va déjà, dans un premier temps, écrire notre opérateur moins binaire. Alors par exemple, maintenant, au lieu de faire V3 égale V1 plus V2, je vais essayer de faire V1 moins V2. Alors aucun problème, hein, on va le faire exactement par analogie avec l'opérateur plus.
on est exactement sur la même valeur de retour, on doit retourner un vecteur aussi, on a aussi un vecteur de deuxième composante, sauf que cette fois-ci, les composantes, en fait, on va les soustraire au lieu de les additionner. On gère l'opérateur moins, voilà, et l'opérateur moins a déjà été écrit. Voilà, on compile, et on a un opérateur moins qui fonctionne, 1,4, 0,8, on est bon. Ça marche. Ok, maintenant comment je me débrouille en fait pour créer l'opérateur unaire? En fait, si on a compris comment ça marche, c'est pas très compliqué. L'idée en fait de l'opérateur unaire, c'est quoi? Eh bien l'opérateur unaire ne s'applique que sur une seule opérande. Et tout à l'heure, on avait vu que si je fais par exemple V3 égale V1 moins V2, eh bien pour le calculer, je vais appeler V1 étant l'opérateur de gauche, c'est sur lui que je vais appeler la fonction, et donc je vais me retrouver avec un opérateur moins, et comme je veux en fait pouvoir calculer moins par rapport à un autre paramètre, j'aurai V2 en fait en paramètre. Si je veux calculer par exemple moins V2, eh bien moins V2, je n'ai qu'une seule opérande, donc l'opérande va s'appeler sur V2, et cette fois-ci, comme je n'ai qu'une opérande, je n'ai pas d'opérande en paramètre, c'est-à-dire que je n'ai pas de paramètre pour opérateur moins. Et ça va permettre en fait à C++ de comprendre que si j'ai un paramètre, eh bien je suis sur un opérateur binaire. Si je n'ai pas de paramètre, il n'y a qu'un seul opérateur, celui sur lequel je travaille, un opérande, et donc en fait il va comprendre que c'est le moins unaire. Ok, bon, ça veut dire que je vais avoir un opérateur unaire qui va renvoyer lui-même un vecteur. C'est un opérateur moins qui va travailler donc sur aucun paramètre. Il n'y a qu'un seul paramètre qui est le paramètre de base. Encore une fois, je vais créer un vecteur temporaire. Et ce vecteur temporaire, comme je suis dans le moins unaire, eh bien en fait, il va être simplement l'inverse de du vecteur sur lequel je travaille. Donc l'inverse, ça veut dire que si l'opérateur sur lequel je travaille a une composante x, eh bien l'opérateur temporaire va avoir moins x, et s'il a une composante y, eh bien il va avoir moins y. Voilà, et j'oublie pas de faire un return du vecteur temporaire t, puisque j'ai dit en fait que ma fonction d'opérateur unaire, elle va renvoyer t. Donc on voit très bien la différence dans la signature entre l'opérateur unaire qui n'a pas de paramètre et l'opérateur binaire qui a un paramètre en fait sur lequel travailler. Ok, donc on a écrit notre premier opérateur unaire, ça marche. Donc du coup, ça veut dire que si je fais V3 est égal à moins V2, on va essayer de voir si ça marche. Vecteur. On s'aperçoit effectivement que V2 était à 2.139, et si j'affiche V3, j'ai moins 2.1, moins 3.9. Donc effectivement, V3 est devenu en fait le négatif, ou l'inverse, si vous voulez, de V2. Alors autre chose qui devient possible maintenant, c'est que j'ai le plus binaire et que j'ai le moins unaire. Donc j'ai la possibilité aussi d'écrire quelque chose comme ça. Je peux faire un V1 plus moins V2. Ça, j'ai le droit de le faire aussi. Et là, on va s'apercevoir qu'une fois de plus, le résultat, il est de 1,408. Donc en fait, j'ai bien additionné à V1 l'inverse de V2. Ce qui revient exactement au même que de faire, par exemple, V1 moins V2. On va obtenir exactement le même résultat. Mais donc, vous voyez que je peux cumuler aussi les différents opérateurs à partir du moment où ils sont définis. Ok, j'ai une classe qui commence à être sympa, avec quelques opérateurs à gauche à droite, unaire et tout. Qu'est-ce que je peux faire? Donc on a fait la soustraction de deux vecteurs, ça c'est bon. On a noté la différence entre les opérateurs unaires et binaires, et on a vu que la différence se fait dès le moment de la signature. Les fonctions de la signature sont bien différentes, et c'est comme ça que C++ arrive à savoir si on est sur un opérateur binaire ou un opérateur unaire. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut compléter un petit peu tout ça? Ok, ça, on l'a fait. On va compléter notre exemple. Et ce que l'on aimerait maintenant, c'est s'occuper de notre fonction d'affichage.
Notre fonction d'affichage, elle est sympa, mais ce que on aimerait faire, en fait, c'est tout simplement pouvoir écrire un vecteur sur le terminal en utilisant simplement le flux de sortie, en faisant un cout et en écrivant notre vecteur. Ok. Là, encore une fois, on va avoir un problème, puisqu'il va nous dire que la surcharge d'opérateur sur l'opérateur de flux de sortie, en fait, ne fonctionne pas, mais on va essayer de le mettre en place. Ok, donc nous, le but, c'est qu'on va redéfinir l'opérateur inférieur-inférieur pour qu'il soit valide quand il se trouve entre un stream de sortie, enfin un flux de sortie, comme le cout, et un vecteur. Ok. Sauf que cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, c'est une fonction qui n'appartiendra pas à la classe. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vous ai dit que quand on fait un V1 plus V2, en fait, on va faire la somme, on va prendre l'opérande de gauche, et l'opérande de gauche, on va appeler directement sa fonction d'opérateur. Ok. Là, on n'est pas dans ce cas-là, on s'aperçoit en fait que le vecteur, cette fois-ci, il est à droite de l'opérateur. Et donc, en fait, il faudrait que c'est la fonction du flux qui devrait être appelée, et qui devrait prendre en paramètre, en fait, un vecteur. Bon, donc vous voyez que j'ai pas le droit de le modifier. J'ai pas le droit de mettre cette fonction dans la classe vecteur. Mais on va quand même trouver une solution pour redéfinir ce flux. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est donc écrire une fonction qui va prendre en paramètre un flux de sortie, donc le cout, et qui va prendre un vecteur. Ok, donc cette fois-ci, la fonction, c'est une redéfinition d'opérateur, mais elle va prendre les deux paramètres, et qui va renvoyer un flux de sortie. Alors pourquoi elle doit renvoyer un flux de sortie, cette fonction ? Encore une fois, c'est très simple à comprendre. Si vous avez, par exemple, j'écris V2, j'écris V1, et puis j'écris endel. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans la résolution en C++? Eh bien, on va s'occuper du premier opérateur, qui est l'opérateur chevron, et cet opérateur se retrouve entre un stream, un flux de sortie, et un vecteur. Donc, il faut que on écrive ce vecteur sur le flux de sortie, ok, mais qu'est-ce que ça doit retourner? Eh bien, il faut qu'ensuite, on puisse écrire V1 sur un flux de sortie. Donc ça veut dire que le résultat de cette opération doit être un flux de sortie pour que je puisse continuer, en fait, à écrire les autres valeurs sur le flux. Donc, cout, chevron, V2, doit écrire V2 sur le flux de sortie, mais doit aussi retourner un flux de sortie pour que je puisse continuer à écrire V1, qui va retourner un flux de sortie sur lequel je vais pouvoir écrire endel. Ok. Donc j'ai la signature un petit peu de cette surcharge qui commence à prendre un petit peu forme. Donc, là aussi, je vais devoir respecter un formalisme pour que C++ comprenne bien ce que je veux faire. Donc cette fois-ci, je ne vais pas être dans la classe vecteur, je vais sortir de la classe vecteur, et je vais dire en fait que je vais renvoyer une adresse de flux. Je vais redéfinir l'opérateur. C'est l'opérateur chevron, c'est celui qui permet en fait de redéfinir l'opération vers un flux de sortie. Et cette fonction, elle a deux paramètres. Elle a un flux de sortie. Alors je vais l'appeler OS. Alors OS, c'est pas Operating System, c'est Output Stream. Et le deuxième paramètre, en fait, c'est un vecteur. Et donc le but, c'est que je vais devoir écrire ce vecteur V, je vais devoir l'écrire en fait sur l'output stream OS. Et ensuite, une fois que je l'ai écrit, eh bien, il faut que je retourne OS pour que, en fait, je puisse continuer à écrire des choses dessus. Ok. Donc voilà, il n'y a plus qu'à écrire ces deux étapes. Alors, sur l'OS, je vais écrire quoi? Je vais reprendre ce que fait ma fonction d'affichage, en fait. Je vais reprendre ce qui est là-haut. Je vais juste enlever ça. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Je vais écrire OS et je vais retourner OS. Ça marche. Donc, j'écris sur l'OS et je retourne l'OS. Bon. Alors, j'ai quand même des petites erreurs ici. Il me dit que X n'est pas défini et que Y n'est pas défini. Logique, Ici, X et Y étaient définis parce que je suis dans la classe. Et comme X et Y sont des attributs de classe qui sont définis en privé, et bien naturellement, si je sors de la classe, j'y ai plus accès. Donc, ce
ce que je vais faire, c'est que dans la partie publique, je vais simplement me créer des getters, ce qu'on appelle des getters, hein, c'est des fonctions qui me permettent en fait d'accéder à ces données. Je vais créer une fonction qui retourne un int que je vais appeler getX et qui va faire en fait un return de la valeur de x. Et pareil, hein, je vais faire un int getY. Voilà. Ces deux fonctions étant définies dans la partie publique, j'ai le droit de les appeler et j'ai le droit donc du coup de récupérer les valeurs de x et de y. Par contre, je ne vais pas faire de setter, c'est-à-dire que je ne vais pas permettre en fait à quelqu'un de pouvoir modifier les valeurs de x et y. Les lire, je veux bien, mais je ne veux pas qu'on les modifie. Donc ici, je vais récupérer le vecteur qui est en paramètre, je vais récupérer sa composante x, et le vecteur qui se trouve en paramètre, je vais récupérer sa composante y. Voilà, je sauvegarde, normalement il ne devrait plus y avoir d'erreur. Et ça veut dire que dans mon main, maintenant, je ne suis plus obligé de passer par les fonctions d'affichage. Je peux faire maintenant un cout v1, cout, je réutilise la redirection v2 et je vais aussi écrire v3. On va tester pour voir si tout fonctionne. Je compile, je relance, et là vous voyez que mes vecteurs, en fait, ils ont été affichés. 3, 4, 2, 3, 1, 0. Alors pourquoi ils ont été arrondis? Ah, je sais. Ils ont été arrondis, en fait, parce que x et y sont des doubles, et que moi, quand j'ai écrit mes getx, gety, j'ai dit qu'il retournait un int. Non, il faut qu'il retourne un double, en fait. Sinon, je vais perdre en précision, je vais avoir un cast qui va être fait sur ces valeurs. Donc effectivement, il faut bien que je les mette en double également, pour que, voilà, je retrouve bien les valeurs de vecteurs en double. Et donc maintenant, cette fonction d'affichage, bah, je peux m'en débarrasser, j'en ai plus besoin, puisque maintenant, je vais passer systématiquement par cout à chaque fois que je veux afficher un vecteur. Donc, nouvel opérateur qu'on a redéfini, l'opérateur chevron, qui me permet d'écrire, en fait, directement dans un flux de sortie. Ok, donc la fonction n'est pas membre de la classe vecteur, donc il faut passer par des accesseurs, effectivement, sinon, comme les différents attributs sont définis en tant que privés, eh bien je ne peux pas y accéder. Est-ce qu'on peut encore compléter notre exemple par d'autres surcharges d'opérateurs? Ouais. Alors on va s'apercevoir que les surcharges d'opérateurs, comme toutes les fonctions de classe en C++, peuvent avoir le même nom si elles n'ont pas les mêmes paramètres. Et donc C++ va déterminer en fonction des paramètres et des types de paramètres quelle est la fonction la plus adaptée en fait pour appeler dans le cas bien précis. Mais si les types des paramètres sont différents, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs fonctions qui ont le même nom et on va essayer de voir un petit peu comment ça marche. Imaginons que je veux pouvoir utiliser l'addition d'un vecteur mais avec un nombre réel cette fois-ci. Donc je ne veux pas additionner deux vecteurs mais je veux pouvoir additionner un vecteur avec un nombre réel. Bon. Et je voudrais en fait tout simplement que ça dise que si je fais v1 plus 3, eh bien j'augmente la composante x de 3 et j'augmente la composante y de 3. Ok. Donc l'opérateur plus existe déjà, mais on va s'apercevoir que si j'essaie de faire ce genre de manipulation, c'est-à-dire que v3 est égal à 3 plus, je sais pas, 8.5 par exemple, eh bien là je vais avoir une erreur puisqu'il va me dire l'opérateur plus entre un vecteur et un double n'existe pas. Il y a bien un opérateur plus qui existe entre deux vecteurs, mais entre vecteur et double, ça n'existe pas. Donc il va falloir me le redéfinir. Donc je vais retourner dans ma classe vecteur qui est ici. Je prends l'opérateur plus, je le copie, et je vais essayer de le modifier pour qu'il fonctionne maintenant avec un double. Fonctionner avec un double, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais récupérer le vecteur, je vais faire un opérateur plus dessus, et cette fois-ci, le paramètre, en fait, ne va pas être un vecteur, mais cette fois-ci, il va être un double. Donc, l'opérateur plus, cette fois-ci, n'aura pas un vecteur, il aura un double, et même si les deux fonctions ont le même nom, s'ils ont des paramètres différents, eh bien C++ va arriver à comprendre exactement ce qu'il doit faire. Donc, j'ai plus de composante V, alors double, pas B, double D. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que dans la version de X, je vais ajouter D, et dans la composante Y, je vais ajouter D également. Voilà, et je vais retourner le vecteur.
Et donc ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place donc un opérateur, cette fois-ci, qui permet d'ajouter un double à un vecteur. Vous voyez que je n'ai plus d'erreur. Je peux compiler. Alors j'ai 12, alors j'ai fait 8, 5, j'ai additionné quoi? V1, donc j'ai additionné 3, 5 et 8, 5, donc ça fait 9 et 2, 12, on est bon. Et j'ai ajouté 8, 5 à 4, donc 8 et 4 ça fait 12, 7 et 5 ça fait ouais, 13, donc ça fait 12, ça fait 13,2. Ok, donc vous voyez que ça marche. Alors maintenant, si vous avez compris la surcharge de l'opérateur, vous comprendrez aussi pourquoi est-ce que V1 plus 8,5 ça marche. Mais si je fais 8,5 plus V1, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que dans la classe vecteur, j'ai bien un opérateur qui me permet en fait de faire V1 plus un double. Par contre, à partir du moment où je mets le double à gauche de l'opération, en fait, c'est dans la classe du double que devrait se trouver l'opération. Et dans la classe du double, je n'ai pas d'opération qui fasse plus un vecteur, puisque vecteur, c'est moi qui l'ai défini. Donc attention, comment ça fonctionne? Si effectivement je pourrais normalement, avec une addition, l'écrire dans n'importe quel sens, en termes d'objet, c'est toujours sur l'objet de gauche, en fait, qu'est lancée la fonction de classe, ou la méthode de classe. Ok, donc là on a fait le tour, on a fait un plus par rapport à un double. Qu'est-ce que l'on pourrait encore faire? On pourrait encore s'intéresser aux opérateurs plus plus et moins moins. Alors pourquoi je m'intéresse spécifiquement à ces opérateurs? Normalement ça devrait être des opérateurs unaires et ils ne devraient avoir absolument aucun problème. Tout simplement parce que ces deux opérateurs peuvent être préfixés ou postfixés. Alors je m'explique. Si par exemple vous déclarez un int i égale 1, ok, et ensuite vous déclarez int a égale i plus plus, voilà, j'ai le droit de faire ça, et que on va analyser par rapport à si on avait écrit int i égale 1 et int a égale plus plus i. Et bien en fait dans le premier cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord faire l'affectation, dans un premier temps. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de mes deux lignes, en fait, A va valoir la valeur de I avant qu'il soit incrémenté. Et ensuite, l'incrémentation va avoir lieu. Donc I va valoir 2. Dans le deuxième cas de figure, à la fin de mon algorithme, en fait, enfin de mes deux déclarations, je fais d'abord l'incrémentation de i plus 2, donc i devient d'abord 2, et ensuite seulement, une fois que i est égal à 2, je l'affecte à a. Donc vous voyez en fait que cet opérateur a deux comportements complètement différents. Hein. Dans la première version, a vaut 1 à la fin, alors que dans la deuxième version, a vaut 2. Cet opérateur a deux actions, mais en fait c'est le même opérateur, hein. C'est l'opérateur plus plus et l'opérateur plus plus. La seule différence entre les deux, c'est que là, il est préfixé, c'est-à-dire qu'il est avant la variable, et là, il est postfixé, il est après la variable. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'explique à C++, il faut que je fasse une distinction entre l'opérateur préfixé et postfixé. L'opérateur plus plus ne change pas, donc je ne peux pas changer le nom de la fonction. Sur quoi je vais jouer? Eh bien, comme sur l'opérateur moins, ou sur les opérateurs que j'ai déjà vus, je vais être obligé de jouer en fait sur le paramètre. Je vais être obligé de jouer sur le paramètre de la fonction. Il n'y a que sur les paramètres de la fonction que je vais pouvoir avoir une différence entre les deux. Ok. Donc, je vais reprendre mon Visual Studio Code. Et je vais dire tout simplement, vecteur plus plus, ça veut dire quoi? Je vais dire tout simplement... vecteur plus plus, c'est, je vais juste rajouter 1 à la composante x et 1 à la composante y. Donc là, il râle, effectivement, j'ai pas d'opérateur plus plus qui est défini, donc je vais me dépêcher, en fait, de les créer. Là, on a les plus, les moins, les plus, je vais le mettre au bout. Donc, on a besoin, en fait, de définir un opérateur plus plus v, et on a besoin de définir un opérateur v plus plus. Ok.
Donc là, en fait, on va s'apercevoir que C++ nous donne en fait des normes, comment construire nos fonctions, pour bien comprendre les différents opérateurs. Donc on va commencer par le plus plus v. Donc, lui, il va me retourner un vecteur. Ok. Il va me retourner un vecteur, c'est l'opérateur plus plus, et je n'ai aucun paramètre, c'est un opérateur unaire. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'incrémentation est faite d'abord, puis il y a l'affectation. Donc l'incrémentation est faite d'abord, c'est-à-dire que je travaille sur le vecteur, je vais faire un x++, et je vais faire un y++, et à la fin de ma fonction, je vais retourner le vecteur sur lequel je travaille. Tout ça, je peux le déclarer avec un vecteur qu'on appelle vis. Vis, c'est le vecteur sur lequel je travaille. Ok. Donc, je fais un opérateur plus plus, je le renvoie. Il devrait être bon. Ah non, c'est le plus plus que V que j'ai écrit pour l'instant. Ok. Donc, c'est celui-là que j'écris. Donc, on va essayer, vous voyez que là, il râle plus. Donc, il a bien trouvé. On va regarder si le truc est en place. V3 égale plus plus V, ça veut dire que d'abord, je vais passer à 4,5 et à 5,7. Et après seulement, je l'affecte à V3. Et V3 a bien 4,5 et 5,7. On est bon. Maintenant, il me manque l'autre opérateur qui est V1 plus plus. Et là, je vais donc avoir besoin de faire une différence au niveau de la signature entre les deux. Donc, l'opérateur plus plus renvoie toujours un vecteur. Donc là, j'ai déjà une différence au niveau de la signature. On enlève le caractère d'adressage. Et en fait, on va simplement mettre un paramètre int. Alors, le paramètre int, à quoi il va servir? Eh bien, tout simplement, il va juste me permettre de faire la distinction entre les deux. Et vous voyez que je donne même pas de nom, en fait, à mon paramètre. J'aurais pu mettre un int i. Mais là, je mets même pas de nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me sert juste à faire la distinction. Et en fait, je vais jamais me servir de ce paramètre. Alors, comme je suis dans du V++, ça veut dire que je vais d'abord affecter. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord que je retourne la valeur du vecteur. Et ensuite, je vais faire plus 1 sur les différentes composantes. Bon, c'est facile alors. Je vais simplement faire d'abord retourner vis. Et ensuite, je vais faire plus 1 sur les composantes. Ok. Alors ça, malheureusement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous faites un return... à partir du moment où vous faites un return dans une fonction, eh bien, ce qui est derrière n'est plus jamais exécuté. Donc là, en fait, votre return va marcher, mais par contre, vous n'aurez jamais d'incrémentation sur les composants. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est qu'il faut, en fait, sauvegarder le vis, c'est-à-dire vous allez sauvegarder dans un vecteur temporaire, vous allez sauvegarder le vecteur tel qu'il est maintenant. Ok ? Puis, vous allez incrémenter le vecteur sur lequel vous travaillez, et à la fin, vous allez simplement retourner le vecteur temporaire sur lequel vous avez travaillé. Donc vous sauvegardez les valeurs au départ, vous modifiez les valeurs, et vous renvoyez les valeurs que vous aviez sauvegardées au départ. Donc là, maintenant, on a un V++ qui marche. On va juste essayer son comportement. Voilà. On va faire vecteur. Et là, effectivement, vous voyez que le vecteur V3, il a récupéré les données initiales de V1, qui étaient 3,7 et 4,7 et 3,5. Ok. Et V1, lui, pendant ce temps, il a été incrémenté de 1, mais après l'affectation. Donc, on est bien arrivé, en fait, à écrire ces deux opérateurs, le plus plus V et le V++. Dernière chose que nous allons voir, c'est qu'on va compléter notre exemple avec des opérateurs logiques. Alors les opérateurs logiques, ce sont des opérations qui vont nous permettre en fait de faire des tests, des structures conditionnelles ou des tests de fin de boucle, ce genre de choses. Et donc ce sont des opérateurs qui vont tous avoir en commun qu'ils vont devoir fournir une réponse booléenne. La réponse de toutes ces fonctions va être tout simplement un booléen. Et on va essayer donc d'écrire ces fonctions-là, on va essayer d'écrire une fonction d'égalité, une fonction de différence, une fonction inférieure, inférieure ou égale, supérieure, supérieure ou égale. Et on va essayer de se poser la question, est-ce que finalement je suis obligé d'écrire toutes ces fonctions? Ou est-ce que je pourrais réutiliser en fait les codes que j'ai déjà écrits en fait pour me simplifier la vie? On va essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire.
Donc, la première fonction la première fonction logique que je vais écrire, ça va être la fonction d'égalité, qui va me permettre de dire, voilà, if, par exemple, if v3 égale v1, voilà, je sais pas, je vais mettre, hop, je vais mettre quelque chose de tout bête, hein, je vais juste, qu'on puisse tester si ça marche. Voilà, je vais mettre OK, et sinon, dans le cas contraire, je vais mettre le carreau. OK. Juste tester si mes différents opérateurs fonctionnent. Voilà. Alors évidemment, il me dit que l'opérateur égal n'existe pas. Pas grave, on va l'ajouter. Alors l'opérateur égal, exactement comme c'est un opérateur binaire, hein, puisqu'il va se retrouver entre deux opérandes, donc il a toujours un petit peu la même chose. Donc on va renvoyer un booléen, ce qui va me permettre de faire les tests. On va faire l'opérateur égal, et naturellement je suis obligé d'avoir en paramètre le deuxième vecteur. Hein. Le premier vecteur, c'est celui sur lequel je travaille, c'est l'instance sur laquelle je suis, et le deuxième vecteur, je vais devoir le passer en paramètre. Alors comment je dis que deux opérateurs sont égaux? Je vais considérer que deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont la même composante x et qu'ils ont la même composante y. Je vais donc faire tout simplement un return, et je vais dire que si x est égal au x du vecteur qui est passé en paramètre, et qu'en plus y est égal à v.y, et bien dans ce cas-là, aucun problème, je suis sur des vecteurs identiques. Je suis nouveau dans la classe, hein, donc je ne suis pas obligé de passer par les getX et getY. Je peux passer directement par les attributs de classe, puisque je suis dans la classe, donc j'ai accès au privé. Ok, on va lancer ça. Donc là, il me dit KO. Donc effectivement, les deux vecteurs ne sont pas identiques. Ah, j'ai enlevé les impressions. Alors on va faire en sorte que V3 et V1 soient identiques. Voilà, et je me retrouve OK. Donc, ça marche, j'ai bien, en fait, un opérateur d'égalité. OK, ça marche. Donc maintenant, comment je peux écrire un opérateur d'inégalité? Comment je vérifie que deux en fait, vecteurs sont différents? Pareil, je suis nouveau sur un opérateur binaire, donc qui doit travailler sur deux vecteurs, donc il faut que le deuxième vecteur, de nouveau, soit en paramètre de la fonction. Alors cette fois-ci, je pourrais écrire tout simplement, je pourrais prendre exemple sur ce que j'ai pris dans l'égalité, et de dire, voilà, eh bien c'est quoi un vecteur différent? Eh bien c'est ou la composante x est différente, ou la composante y est différente. Mais je peux encore me simplifier la tâche en disant, en fait, deux vecteurs sont différents s'ils ne sont pas égaux. Voilà. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé, j'ai appelé directement opérateur égal, celle-là je l'ai définie, hein, et je dis, en fait, si opérateur égal avec le même paramètre v que j'avais ici, et le point d'exclamation en fait qui va retourner le test, va me dire tout simplement, eh bien deux vecteurs sont différents quand ils ne sont pas égaux. Voilà, et moi ça me simplifie déjà grandement la tâche. Ok, donc ça j'ai pu le réutiliser. On va encore continuer avec d'autres opérateurs. On va par exemple dire quand est-ce qu'un vecteur en fait est inférieur à un autre vecteur. De nouveau un opérateur binaire, puisque pour avoir un inférieur, il faut que j'ai V1 inférieur à V2, donc le sigle d'inférieur va se retrouver entre deux vecteurs. Ce qui fait que j'ai de nouveau besoin d'avoir un vecteur en paramètre. Ok. Alors quand est-ce qu'un vecteur est inférieur à un autre? Je vais me créer une petite règle en disant qu'un vecteur est inférieur à un autre lorsque x est inférieur à la composante x de v, ça c'est le premier cas, ou alors opérateur logique ou alors, eh bien x est égal à v de x, c'est-à-dire que les deux composantes x sont égales, et dans ce cas-là, c'est y qui est inférieur à v de y. Voilà.
En gros, en fait, j'ai classé mes deux composantes, hein. J'ai tout simplement dit qu'un vecteur est inférieur à un autre si sa composante x est inférieure à la composante x de l'autre y, ou alors, s'il y a égalité sur les x, je vais comparer les y et il faut que le y soit plus petit. Voilà. Ça me donne une petite fonction de comparaison, on aurait pu prendre un autre choix, moi j'ai fait celui-là. Ok. Donc ça veut dire quoi ensuite? Qu'un vecteur, en fait, il est inférieur ou égal à un autre vecteur. Et bien là aussi, en fait, on pourrait reprendre la notion d'opérateur inférieur, ou alors tout simplement dire que s'il est inférieur ou égal, eh bien tout simplement, c'est qu'il est soit il est égal, ou alors il est inférieur. Donc là aussi, j'ai redéfini en fait l'inférieur ou égal à partir des deux opérateurs que j'avais déjà mis en place. Un opérateur inférieur ou égal, c'est ou il est égal, ou il est inférieur. Ok, ça marche. Bon, ben, qu'est-ce qu'il me reste à écrire dans les différents opérateurs? Il me reste supérieur, supérieur ou égal, et on aura terminé ce que l'on veut faire à partir de ce petit exemple. Supérieur, supérieur ou égal, bah ça va pas être très compliqué, hein. Si je veux écrire par exemple un supérieur à un autre vecteur v, eh bien tout simplement, un vecteur v1 est supérieur à un vecteur v2, dans quel cas? Eh bien, s'il n'est pas inférieur ou égal. Voilà. Donc s'il n'est pas inférieur ou égal à v, donc il n'est pas, ça veut dire qu'il faut que je mette le point d'exclamation pour retourner mon test. S'il n'est pas égal, eh bien je vais me retrouver avec, dans ce cas-là. Et supérieur ou égal, comment ça va marcher? Eh bien, opérateur supérieur ou égal, il est supérieur ou égal quand il n'est pas inférieur. Voilà. Et j'ai créé, en fait, comme ça, tous mes opérateurs de comparaison qui découlent, en fait, les uns des autres. Donc on a maintenant, en fait, une petite classe qui a énormément d'opérateurs et avec lesquels, en fait, maintenant, on peut les manipuler exactement comme un objet existant, comme un string ou comme un vecteur. On a tous les opérateurs, on peut les additionner, les soustraire, avoir des opérateurs unaires, plus plus, moins moins, ou alors même le moins unaire classique, hein. Et on va pouvoir maintenant travailler avec les différents opérateurs surchargés. La surcharge des opérateurs est quelque chose de vraiment très intéressant à mettre en place dans nos classes. Les opérateurs, en fait, les utilisateurs sont habitués à les utiliser. Et si, en fait, on donne des comportements qui ressemblent à ce qui est fait pour d'autres classes, eh bien, les utilisateurs ne seront pas dépaysés. Par exemple, quand on utilise un tableau, en C ou en C++, on a l'habitude d'accéder directement à un élément par ses crochets. Et bien, comme les crochets ont été redéfinis aussi dans la classe string et dans la classe vector, eh bien, les utilisateurs de ces classes-là peuvent utiliser directement les crochets comme ils le feraient sur un tableau. Ils ne sont pas du tout perdus, en fait, ils vont utiliser un symbole qu'ils connaissent depuis très longtemps et dont ils connaissent en fait l'action. L'idée, en fait, ça va être de gagner du temps, non seulement sur la compréhension de la manipulation des objets, mais aussi, il est beaucoup plus simple, en fait, de d'écrire V1 plus V2, plutôt que d'aller tout le temps chercher dans la doc pour voir, ah oui, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà la fonction qui fait l'addition, et puis tiens, et celle qui fait la soustraction, elle s'appelle comment? En fait, quand vous avez un opérateur, vous mettez tout simplement un plus, ou vous mettez un moins, selon vos besoins, ça va faire gagner énormément de temps à vos utilisateurs. Et en plus, on a l'impression qu'on a vraiment une classe très finalisée, qui a des fonctions, des attributs, et les opérateurs ont un sens dans ces différentes fonctions. On est tellement habitué à faire un cout et de directement mettre un objet derrière, qu'on en oublie parfois en fait que pour que ce cout marche sur cet objet, eh bien il faut redéfinir une fonction pour que l'affichage se fasse dans la console. Donc là, cette vidéo vous a donné toutes les cartes pour pouvoir faire des opérateurs unaires, des opérateurs binaires, des opérateurs de comparaison, des opérateurs sur les flux. Et donc maintenant, on va pouvoir avoir encore une fois un arsenal très complet
et très utilitaire en fait de nouvelles fonctionnalités que l'on va pouvoir mettre en place dans nos objets. Bref, la programmation orientée objet devient toujours de plus en plus intéressante et on va continuer à analyser différentes choses que l'on peut encore améliorer pour se rapprocher toujours un petit peu plus des entités que l'on manipule pour que notre classe soit la plus claire possible. À bientôt!